Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand KPMG en cette première journée de l'édition 2023 de Vivatech. KPMG est partenaire depuis de nombreuses années et nous sommes réunis pour parler innovation et e-commerce. Je suis Géraldine Chevalier, directrice business développement pour KPMG et j'ai le plaisir d'accueillir 3 speakers spécialisés sur le sujet. Donc tout d'abord Selma Bekeshi, tu as démarré dans le consulting. Ensuite, tu as été directeur de la stratégie dans un certain nombre de grands groupes industriels avant de rejoindre Carrefour en 2019, dont tu es aujourd'hui la Chief Digital Acceleration Officer. Merci d'être parmi nous. Marc Lolivier, tu es délégué général de la FEVAD, la Fédération du e-commerce. Tu es également le représentant pour la France au sein de la Fédération européenne du e-commerce. Et tu es également enseignant à l'Université Paris 1 Sorbonne en droit du commerce électronique. Enfin, François-Xavier Leroux, partenaire au sein de KPMG, dirigeant de notre business unit Customer and Digital. Et tu accompagnes depuis plus de 20 ans des directions vente, service client et relations clients et marketing sur leurs grands projets de transformation et de recherche de performance. Donc, juste avant de démarrer sur le sujet de l'innovation, je rappelle qu'à la fin de notre keynote, nous annoncerons les 5 finalistes du challenge Start Me Up KPMG FEVAD. Donc, restez bien jusqu'au bout. Pour démarrer, Marc, je te propose de nous rappeler les chiffres, les dernières tendances, les derniers chiffres du e-commerce en France. Bonjour Géraldine, bonjour à toutes et à tous et merci à KPMG de nous accueillir encore cette année pour cette conférence sur le e-commerce et l'innovation. Alors, le e-commerce, la bonne nouvelle, c'est que malgré une conjoncture économique quand même un peu compliquée, on est toujours en croissance, une croissance des ventes de 20%, avec pratiquement 600 millions de transactions sur le premier trimestre. On vient de publier les chiffres et vous les retrouvez sur le site de la FEVAD. Mais derrière ce chiffre, en fait, se cache une complexité un peu plus inhabituelle que celle qu'on a, avec vraiment 2 trajectoires très différentes. Vous savez que le e-commerce, c'est à peu près 150 milliards, donc c'est à peu près l'équivalent de la construction automobile ou du bâtiment, et c'est la moitié, c'est les produits, et l'autre moitié, c'est les services. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vraiment 2 trajectoires très différentes, avec d'un côté les produits, alors les produits qui ont eu une accélération très importante pendant le Covid, ensuite avec une période de décrue, et aujourd'hui on a une forme de stabilisation sur les produits. J'y reviendrai, avec effectivement un effet inflation qui est important. Et puis de l'autre côté, vous avez les services, notamment tout ce qui est voyage, loisirs, qui avait été vraiment frappé très durement pendant le Covid, qui a compensé ensuite pendant plusieurs trimestres. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, mais la progression se poursuit. Sur les 3 derniers trimestres, on est sur des progressions encore de 40-50%. Et je vais y revenir, c'est vraiment une tendance. Aujourd'hui, c'est vraiment les services qui tirent le e-commerce. Voilà. Alors, l'autre élément, puisque tu rappelais Géraldine, j'exerce aussi des fonctions au niveau européen en tant que vice-président de e-commerce Europe. C'est une tendance, donc cette tendance de la stabilisation des produits et au contraire une très forte augmentation des services, c'est quelque chose qu'on constate au niveau européen, avec quand même une différence. Alors, la France est vraiment alignée avec l'Allemagne, on retrouve effectivement ces 2 trajectoires un petit peu différentes. En revanche, on voit que les pays du Sud, notamment l'Italie et l'Espagne, continuent, eux, à accélérer. C'est-à-dire, après la décrue post-Covid, ils ont à nouveau accéléré, ce qui montre d'ailleurs que le niveau de maturité des marchés français et allemands est quand même bien supérieur, puisqu'on est finalement beaucoup plus tributaire de la conjoncture globale que ne le sont encore les pays du Sud, qui sont encore dans des phases de croissance importantes et donc qui ont repris une augmentation très importante. Pour conclure sur ce panorama, sur l'évolution, on regarde aussi les chiffres des US, on a un petit peu la même configuration. Pour l'instant, on pense qu'effectivement, sur les services, on va continuer, notamment sur S2, une très forte progression. Sur les produits, il faudra vraiment attendre la reprise de la consommation, parce qu'on voit que de plus en plus, finalement, la courbe du e-commerce est complètement liée à celle de la consommation globale. Et donc, il faudra attendre effectivement une reprise de la consommation pour que les chiffres progressent à nouveau de manière importante sur le e-commerce. Merci beaucoup, Marc. Par rapport aux tendances en termes d'innovation que tu peux voir, quelles sont celles qui sont, selon toi, les plus marquantes sur ces 6 derniers mois ou l'année écoulée ?
Alors, sur les tendances, pour parler de tendances, avant de venir peut-être sur l'innovation, les trois faits marquants, je pense, qui sont importants pour comprendre et essayer d'anticiper un petit peu l'évolution du marché, je dirais qu'il y a trois facteurs. Le premier, c'est l'inflation. L'inflation qui est vraiment la principale préoccupation aujourd'hui des commerçants, parce qu'on a une augmentation effectivement des coûts de transport, des coûts de production, enfin des coûts des produits et des livraisons, et puis parce que ça impacte directement la consommation des ménages. Donc l'inflation a eu pour effet effectivement une augmentation des prix, ce qu'on n'avait jamais connu, y compris dans les commerces, une baisse des marges, et maintenant effectivement on voit qu'on a un peu atteint la limite, et c'est vraiment vers l'innovation que se tournent de plus en plus les e-commerçants. Le deuxième fait marquant, c'est la concurrence. Le Covid a eu pour effet un développement extrêmement important, notamment dans le retail. Je pense que Selma pourra en parler. Évidemment, les magasins n'ont pas attendu le Covid pour se mettre dans le e-commerce, mais avec le Covid, ils ont accéléré et donc augmenté la concurrence, l'univers concurrentiel sur le e-commerce, avec évidemment des stratégies extrêmement offensives, multicanales, mais évidemment qui viennent empiéter sur les pure players. Et la résultante de ça, c'est un décalage, on voit sur les modèles pure players, vraiment sur les plateformes, et une plateformisation encore accélérée sur le modèle pure player. Et puis le troisième fait marquant, on y reviendra parce qu'il est relié à la tendance sur l'innovation, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, notamment le marché de la seconde main. Dernière étude qu'on a réalisée à la FEVAD, c'est plus d'un Français sur deux qui a acheté un produit de seconde main, alors pas une fois dans sa vie, au cours des 12 derniers mois. Et si vous prenez sur la Gen Z, on est à 2 sur 3. Donc on a là une tendance aussi qui était déjà présente à vendre, qui a été accélérée, puisqu'on voit que derrière les considérations environnementales de l'achat du produit de seconde main, il y a aussi une motivation économique. Alors, sur l'innovation, mais on y reviendra, je ne veux pas monopoliser la parole, on va y revenir parce que c'est vraiment ce qui va nous occuper sur les 10 prochaines années, c'est vraiment l'IA. Lorsqu'on interroge les sites de e-commerce sur quelle est pour vous l'innovation marquante pour les prochaines années, c'est incontestablement l'IA, en premier, en deuxième, en troisième, j'ai envie de dire, mais on va quand même essayer de développer. La deuxième innovation, on voit quand même que la réalité virtuelle est quelque chose qui intéresse de plus en plus. D'ailleurs, si vous baladez sur les stands, on voit quand même des innovations très intéressantes là-dessus. Et puis, on va y revenir parce qu'aujourd'hui, ce qui est très recherché par les e-commerçants, c'est tout ce qui touche à la performance. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut plus augmenter les prix, on ne peut plus prendre sur les marges, donc il faut augmenter la performance et ça sera, vous allez le voir, une des grandes tendances dans cette édition de Start Me Up. Merci beaucoup Marc. Alors Selma, Marc vient d'évoquer notamment l'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup d'annonces tout récemment chez Carrefour, et notamment le dernier venu, Hopla, donc votre robot sur base de ChatGPT. Quelles sont, en écho à ce que vient d'évoquer Marc, les attentes des consommateurs de Carrefour? Merci Géraldine, merci à tous et bonjour à tous. Alors, à propos des attentes des consommateurs, alors déjà, nous, c'est un sujet essentiel, c'est bien capter les attentes de nos clients et les satisfaire, c'est vraiment un des axes clés de notre plan stratégique. Et quand on les écoute, en fait, en e-commerce, on a des enjeux finalement qui peuvent paraître assez simples, mais qui sont essentiels. La fluidité, d'abord, la fluidité du parcours, parce qu'on a 80% des consommateurs finalement qui veulent faire leurs courses en 15 minutes à peine. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille très fortement. Et je parlerai aussi d'inspiration, c'est-à-dire quand on fait ses courses, quelles idées on peut avoir et comment on le fait de façon efficace. Et pour illustrer ces deux idées finalement de fluidité et d'inspiration, je vais parler d'Hopla. Et je vais parler aussi de personnalisation parce que Hopla, effectivement, qu'on vient d'annoncer et de lancer, donc c'est un chatbot qu'on a développé avec OpenAI, Microsoft et Bain. Et vous pouvez le voir en démo d'ailleurs ici sur le stand Carrefour et puis sur notre site, tout simplement, parce qu'il est live. En fait, il répond à l'enjeu de fluidité et d'inspiration puisque typiquement, vous ne savez pas quoi manger ce soir, vous ne savez pas quelle course faire pour la semaine, vous l'interrogez. Famille de 4 personnes, donne-moi des idées de menus, des idées de recettes pour la semaine à venir et il vous génère automatiquement des idées, des suggestions jusqu'à finalement une suggestion de panier et en un clic, la mise dans le panier. Donc alors ça, c'est des versions peut-être un peu sophistiquées finalement de répondre à ces enjeux. Et puis après, on a des façons finalement plus simples mais qui font partie de notre quotidien, comment on optimise le parcours sur notre site pour qu'il soit complètement intuitif et comment on travaille l'expérience client au quotidien.
En termes d'inspiration, on travaille aussi beaucoup sur la personnalisation, puisqu'effectivement, on a beaucoup de données quand on est en e-commerce. Donc, toutes ces données sur les consommateurs, leurs habitudes, ce qu'ils mettent dans leur panier, leurs préférences, on essaye de les capter. Alors, évidemment, en conformité avec la RGPD et les différentes règles, pour leur faire finalement des suggestions. Donc, si vous allez sur notre application, sur notre site, vous avez des suggestions de paniers basées sur vos paniers précédents qui vous font gagner du coup beaucoup en efficacité, donc en fluidité et en inspiration. Donc ça, c'est mes 2 premiers mots-clés. J'en ajouterai un 3e, c'est l'omnicanalité. Parce que chez Carrefour, on ne conçoit pas finalement le digital en opposition avec le magasin physique, mais bien en complément. Donc on a beaucoup simplifié nos parcours avec finalement une app et un site web qui sont à la fois pour faire vos courses en ligne, mais qui sont aussi des outils pour vous déplacer dans les magasins, pour connaître les produits en catalogue en magasin. Et quand on parle d'omnicanalité, on a aussi beaucoup les sujets de carte de fidélité. Donc pour un consommateur, c'est un sujet important. On parlait d'inflation, on parlait de pouvoir d'achat, et donc la générosité, la fidélité, c'est des points clés. On a donc développé finalement un parcours omnicanal sur cette carte, puisqu'aujourd'hui, donc vous pouvez la souscrire en ligne très facilement et l'utiliser dans les magasins. Donc les parcours digitaux des clients, c'est un enjeu permanent finalement de les penser, repenser, faire évoluer nos sites. On regarde à la fois les toutes dernières technologies, les dernières innovations pour se nourrir, donc data, IA, tous ces sujets sur lesquels on travaille, et puis des sujets plus classiques d'expérience client pour répondre à ces enjeux donc de fluidité, d'inspiration, tout en respectant l'omnicanalité. Et alors, pour répondre en fait à tous ces besoins d'innovation auxquels aspirent les consommateurs, comment tu t'y prends au sein d'un grand groupe comme Carrefour? Quelles sont les méthodes et les facteurs clés de succès? Alors, au sein d'un groupe comme le nôtre, alors, au début, ça va peut-être vous paraître un peu des généralités, mais je pense que c'est important. L'innovation, elle est à la fois interne et externe. C'est-à-dire qu'elle est interne, il y a beaucoup d'idées de nos collaborateurs qu'on essaye de capter, de mettre en œuvre. Donc je prends des exemples, par exemple, dans les innovations qu'on a développées complètement en interne récemment, le bouton anti-inflation, parce qu'effectivement l'inflation, je rejoins Marc, c'est un sujet très très important en ce moment pour nos consommateurs. Donc très rapidement, on avait développé un bouton qui vous permettait d'avoir des suggestions de panier avec des produits sains, et on a réadapté nos développements pour faire des suggestions finalement d'un panier qui soit le moins cher possible, donc des suggestions d'alternatives pour un produit équivalent qui soit moins cher, et ça c'est quelque chose qui a été fait en interne. Voilà, bouton anti-inflation. On a aussi donc du coup de l'innovation externe, parce que parfois, soit on n'a pas complètement les compétences en interne sur certains sujets qui sont nouveaux. Quand on parle d'IA générative, on s'est mis évidemment dessus très rapidement, mais c'est important d'aller chercher en externe. Ou on considère finalement qu'on a des tiers qui sont mieux positionnés que nous, qui sont mieux sachants, et que finalement il y a quand même une valeur ajoutée à travailler avec d'autres. Donc nous, on n'a pas finalement d'a priori, on est très ouvert à l'innovation externe, que ce soit finalement en mode partenarial ou complètement finalement délégué. On travaille sur tous les modèles suivant les sujets. Et quand on travaille en externe, il y a différents types de partenaires. Et là, c'est les startups et c'est les grands groupes. Et on est aussi finalement très ouvert, puisque les deux ont des valeurs très différentes et très complémentaires. Si je prends l'exemple des startups, il y a beaucoup d'idées en fait, qui émergent dans l'écosystème. On parlait de reconditionner tout à l'heure, on parlait de nouvelles tendances. Elles émergent très très vite, il y a des startups qui se positionnent là-dessus. Et pour nous, c'est très important d'être en lien avec l'écosystème. Donc chez Carrefour, comment on fait ça ? On a lancé il y a 1 an maintenant un fonds qui s'appelle Dastor, qu'on a co-créé avec Daphni, qui est un VC de la place. Donc Daphni agit comme le VC, le Venture Capital. C'est eux les experts en investissement. Et nous, Carrefour, qu'est-ce qu'on amène ? On amène l'argent, c'est déjà pas mal. Et on amène surtout notre expertise retail. Et donc, ça nous permet finalement d'échanger avec un certain nombre de startups. On a eu, depuis la création du fonds, il y a un peu plus d'1 an maintenant, plus de 2000 dossiers. Donc plus de 2000 startups qui sont venues postuler. Il y a eu 11 investissements, donc on n'investit pas dans toutes parce que Daphni fait le travail, il faut que ce soit intéressant. Mais après, on crée des passerelles. Et là, je citerai Underdog pour continuer sur le reconditionné. C'est une start-up qui a été lancée très récemment par 3 cofondatrices, je le précise, parce que les femmes dans l'entrepreneuriat, c'est encore un sujet à développer. Elles reconditionnent les gros électroménagers et les vendent en ligne. Et on a créé des passerelles avec Carrefour, puisqu'on a fait 2 opérations en magasin, une à Villiers-en-Bière et il y en a une en cours en ce moment à Sainte-Geneviève-des-Bois, où on récupère l'électroménager. Donc on propose aux consommateurs clients, aux consommateurs Carrefour de rapporter où on va chercher chez eux leurs gros électroménagers. Elles le reconditionnent et elles le mettent en ligne. Et donc ça nous permet finalement d'être à la pointe de ces nouvelles tendances avec des tiers.
Et j'ajouterai les grands groupes très rapidement. Effectivement, les grands groupes, je vais prendre l'exemple pour l'IA générative, parce que c'est un sujet où vous avez besoin d'expertise. Et là, finalement, on travaille avec plusieurs acteurs, puisqu'il y a donc Opla dont on a parlé avec OpenAI, Bain et Microsoft. Mais on a aussi annoncé hier soir qu'on travaillait avec Google sur le sujet, puisque c'est aussi un de nos partenaires historiques. Et donc là, on a lancé ce qu'on appelle un marketing studio, qui est en démo d'ailleurs sur le stand de Google, qui pourrait aider finalement nos équipes marketing à designer des campagnes de façon très très simple sur l'IA générative. Donc vraiment, innovation interne, externe, avec des partenaires de toute nature et de toute taille. Merci beaucoup Selma pour ce panorama très riche des méthodes d'innovation. François-Xavier, est-ce que tout cela fait écho à certains sujets sur lesquels tu accompagnes tes clients? Alors oui, tout à fait. On est consultant, donc on accompagne des sujets, des problématiques de transformation pour nos grands groupes, pour des e-commerçants, pour tout secteur d'activité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a du passage à l'échelle, quand il y a des problèmes et de la transformation. On est aussi à l'écoute des transformations du marché. Alors, Selma, effectivement, Carrefour est bien positionné pour identifier les nouvelles attentes des clients. On essaye de le faire aussi. On publie tous les ans une étude qui s'appelle Customer Experience Excellence, où on interroge 7000 Français pour identifier l'expérience, comprendre finalement les expériences qui vivent avec les marques de notre quotidien. 250 marques, donc Carrefour. Et finalement, on analyse ces expériences selon différents critères, différents piliers. Donc il y a de la qualité-prix, ça compte évidemment actuellement. Il y a la réponse aux attentes, il y a la simplicité. Il y en a deux qui sont importants et qui ressortent ces dernières années de manière plus en plus forte. Et ça vient confirmer ce que vous nous dites, c'est la personnalisation. C'est finalement quand on essaye d'évaluer une expérience de marque, ce qui différencie le plus, ce qui est le plus discriminant, c'est la personnalisation et l'intégrité. Si je reviens sur ces points, c'est que dans les startups que l'on voit dans notre challenge Start Me Up, FEVAD KPMG, il y a beaucoup de sujets autour de ces problématiques. Et dans l'e-commerce, il faut se différencier. Tout le monde cherche à optimiser l'acquisition, la transformation. À un moment, il faut recréer un petit peu de friction positive, de distinction. Donc jouer finalement sur ces interactions, ça passe par cette personnalisation. Ça, c'est un point important. Et se personnaliser, c'est de la tech, c'est de la connaissance client, c'est de l'engagement, c'est des contenus. Donc ça fait partie des sujets que l'on suit de près. Le deuxième, c'est l'intégrité. Transparence dans les interactions que l'on a, transparence dans les contenus qui sont poussés. Quelque part, cohérence entre la promesse de la publicité et puis la qualité du service à la fin. C'est un point qui est juste clé. Et puis Vivatech, We Trust in Tech, c'est un peu d'actualité aussi. Donc ça, c'est le deuxième thème qui est essentiel pour nos clients. C'est vrai pour les e-commerçants, commerçants que vous êtes, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble des secteurs d'activité. Avec la FEVAD, un petit point, on travaille sur une étude autour de la Gen Z, la génération Z, c'est-à-dire les jeunes commerçants actuels et les futurs cœurs de cible. De ce que l'on observe, comme le disait Marc, effectivement, ils sont intéressés par la seconde main. Ils ont une dimension RSE, même s'ils sont assez consommateurs aussi. Bon, il y a quelques paradoxes, mais toujours est-il, ils sont intéressés par tous ces sujets. Et pour eux, finalement, ces deux leviers que sont personnalisation, notamment dans les interactions online, et intégrité, comptent plus que pour n'importe quelle autre population. Et alors, très vite, dans le temps qui nous reste, est-ce que tu peux revenir sur les tendances que tu as qu'on a pu relever dans le cadre du Challenge Start Me Up, dont on va annoncer dans une minute les 5 finalistes? Alors, je vais faire vite parce qu'on doit aller accélérer. Déjà, je voudrais dire qu'on a reçu énormément de dossiers, une 50aine de dossiers de très très bonne qualité. Et d'année en année, ça se confirme, Marc. Ce qui se confirme aussi, c'est qu'il y a, non pas des modes, mais des tendances. Je vous rappelle juste que ce challenge Start Me Up FEVAD, et je vous invite à aller voir les startups, rentrer dans l'annuaire pour utiliser finalement toutes ces solutions, vise à aider les commerçants que vous êtes et que sont la plupart des acteurs du marché à développer finalement leur performance, leur efficacité et innover. Donc on est beaucoup sur de la performance interne et la performance externe. Donc les sujets sur la performance interne et externe, c'est de la logistique du dernier kilomètre, c'est pas mal de décarbonation ou compensation carbone, c'est des sujets aussi de l'acquisition, des stratégies de contenu, de la fidélisation, le sujet du pricing qui apparaît de plus en plus, on le disait. Donc voilà les grandes tendances et quelque part je pense qu'on va y retrouver quelques acteurs, mais tu vas nous dire Marc, de la sélection.
Alors, effectivement, le moment est important puisqu'on va vous dévoiler maintenant les 5 finalistes qui vont donc pitcher devant le jury, présenter leurs solutions et répondre à leurs questions. Avant de ça, avant de vous le dévoiler, je voudrais quand même saluer le formidable travail de KPMG puisque tous ces dossiers sont reçus, analysés, scannés, vérifiés par les équipes de KPMG qui font un travail remarquable. Donc je voulais vraiment saluer parce que c'est pas au doigt mouillé. Et puis je voudrais aussi saluer les membres du jury parce que Start Me Up, c'est à la fois pour vous aider, mais c'est aussi pour diffuser l'innovation au plus grand nombre. Des groupes comme celui de Selma, effectivement, investissent beaucoup dans l'innovation. Les PME ne peuvent pas toujours le faire. Et donc l'idée, c'est aussi de rendre accessible cette innovation au plus grand nombre pour que cette innovation se diffuse et ces bonnes pratiques se diffusent. Alors maintenant, Selma fait partie du jury d'ailleurs. Et Selma fait partie du jury. On a VP, on a Carrefour, on a Fnac et on a Le Printemps. Et donc merci à eux pour le temps qu'ils consacrent justement pour nous aider à vous dévoiler donc les 5 finalistes qui sont grands finalistes de cette année. Alors ça va s'afficher et vous allez retrouver les tendances. Donc le suspense est à son comble. On va le faire un par un. Donc Adalong, c'est une plateforme qui permet de collecter, de gérer et ensuite d'utiliser du contenu généré par la communauté utilisatrice de vos produits. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça favorise l'engagement, puisqu'évidemment, vous allez récupérer du contenu de vos clients. Et puis, on voit une très grande efficacité. François-Xavier parlait de la personnalisation, mais il y a aussi une attente d'authenticité, d'intégrité, mais aussi d'authenticité que les réseaux sociaux permettent. Vous verrez également dans l'étude sur laquelle on travaille avec KPMG l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux dans le e-commerce. Je vais vous donner un chiffre qui m'a vraiment frappé. C'est au UK, aujourd'hui, TikTok, qui a lancé sa gamme beauté en e-commerce au UK, il y a 1 an, a déjà 5% du marché. Donc c'est vous dire effectivement aujourd'hui le rôle aussi que vont jouer les réseaux sociaux. Et donc Adalong va vous aider effectivement avec un modèle biface à utiliser ces données-là en marketing, mais aussi à renforcer l'engagement à la marque. On passe à la deuxième. Ça vient. Hop. Ça vient. Data Yads. Data Yads est une solution en mode SaaS. Là, on est vraiment sur les politiques d'acquisition et ça fait écho à ce que disait François-Xavier. L'idée, effectivement, c'est du marketing post-click. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir une fois que la personne a cliqué à des landing pages qui vont être le plus personnalisées possible. Évidemment, tout ça pas pratiquement, de manière instantanée. Et là aussi, je fais vraiment écho à ce que dit François-Xavier. Dans le e-commerce, aujourd'hui, vous avez 200 000 sites marchands. Ils sont créés toutes les 20 minutes. Il faut vous différencier. La différenciation, elle va passer par la personnalisation. Data Yads va vous aider justement à ça, notamment dans la politique d'acquisition. Ah, ça vient. Greendeed, là on est vraiment dans l'économie circulaire. Je le disais, aujourd'hui, 1 Français sur 2 achète des produits, mais on est pratiquement encore plus nombreux à les revendre. Et donc là, l'idée, c'est de permettre aux sites de e-commerce très facilement de permettre à leurs clients de vendre leurs produits et de pouvoir éventuellement dépenser à nouveau sur le site. C'est une solution qui est adaptée par de plus en plus de sites parce qu'effectivement, c'est une demande forte des clients aujourd'hui. Ils ne veulent plus jeter leurs produits, ils veulent pouvoir les revendre. Et ça fait partie du service que peuvent offrir aujourd'hui les e-commerçants pour fidéliser justement leur clientèle. On passe à la suivante. Voilà. Alors, Pricing Hub, bon, j'en parlais, hein, l'inflation, c'est vraiment un enjeu. Selma le confirmait. Toutes les boîtes travaillent là-dessus. Jusqu'à présent, c'est surtout du benchmark. Cette solution va vous aider effectivement en jouant sur l'élasticité du prix, non seulement à vous benchmarker, mais surtout à voir quel est le prix qui sera le plus efficace. Je parlais tout à l'heure de performance, d'efficacité. Sur le prix, c'est devenu absolument essentiel, avec pourquoi pas aussi de la personnalisation en fonction des clients. La suivante. La dernière. Et la dernière. Sline, on parle d'économie circulaire, d'économie de la seconde main. Il y a en fait derrière tout ça un concept qui est plus global, qui est celui de l'économie de l'usage. Et ça, c'est vraiment une transformation profonde. C'est plus la propriété, c'est la possibilité d'utiliser le produit. Et donc là, on est sur de la location. La location, finalement, c'est un peu de la seconde main, sauf que vous n'avez pas acheté à revendre. Vous louez, et donc vous louez et vous achetez simplement le droit d'utiliser le produit. Et cette solution-là va permettre de transformer une fiche produit en fiche location, en implémentant tous les différents éléments nécessaires à la location et en facilitant. Donc on a toujours une approche qui est très plug and play.
qui va permettre effectivement de répondre, puisque c'est aujourd'hui des groupes comme Carrefour travaillent effectivement sur comment répondre à ces nouvelles attentes qui arrivent très vite et auxquelles les e-commerçants doivent s'adapter. Vas-y, je t'en prie. Non, mais voilà, je voulais remercier Marc pour l'annonce de ces 5 finalistes qui viendront donc tous pitcher devant le jury et devant le public le 29 juin prochain. Je ne sais pas si tu veux rajouter un... C'est ce que je voulais dire, Marc. Je pense que c'est l'occasion de rappeler cette date importante. Non seulement vous allez voir ces brillantes startups exposer leurs solutions, il y en a déjà qui sont ici, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour elles. Je les félicite, bien sûr, je salue toutes les autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'intérêt, ce n'est pas juste de découvrir ces startups, parce que pour aller sur le site, c'est l'échange qu'il va y avoir avec des dirigeants, avec des experts en innovation qui vont leur poser des questions, qui vont donner leur avis. Et donc la valeur ajoutée, c'est pas simplement cette mise en lumière de ces startups. Donc on a fait le travail pour vous de sélection, mais on va aussi vous aider à vous y retrouver et voir si cette solution est vraiment la solution qui va permettre de changer et d'avancer votre business pour demain. Un grand merci à tous. Donc notez bien la date du 29 juin. Et encore merci à tous les trois pour cet éclairage. Et vous pouvez vous inscrire bien sûr sur le site de la FEVAD. Merci Géraldine. Merci Selma. Merci Marc. À tous. Merci beaucoup. À tous.